On va essayer de rendre un petit peu tous ces concepts simples, donc l'approche Edge Computing, et on va passer ce temps ensemble pour essayer de vous faire appréhender comment radicalement simplifier le passage d'un pilote, d'un proof of concept, enfin d'un pilote sur lequel vous commenceriez à travailler et le faire passer à l'échelle. Donc tout ce qui va vous permettre d'industrialiser, de standardiser, de sécuriser le déploiement à l'échelle et voire à l'échelle de la planète, vos différents projets autour de l'IoT, mais surtout de l'intelligence artificielle qui va venir consommer ces données. Donc avant de commencer, est-ce que vous avez vu arriver à l'aéroport récemment la version 2 de Paraf, donc le passage de vos passeports? Est-ce que vous avez vu maintenant l'évolution de la version 2 de Paraf, où maintenant vous êtes finalement sur de la reconnaissance faciale? Qui en a fait l'expérience? Donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'on est vraiment centré sur l'expérience utilisateur. D'accord ? Donc cette version 2, en fait, améliore le passage biométrique historique, qui était de l'ordre de 25 secondes, et passe à la reconnaissance faciale, qui fait descendre en fait la reconnaissance à un peu moins de 10 secondes. Ce qui drastiquement change l'expérience, et fait qu'en fait, on rentre, on passe, on est reconnu, et on passe. Donc c'est vraiment une fluidification importante du passage à l'aéroport et de la vérification du passeport. Et donc ça améliore grandement l'appréhension qu'on a à chaque fois qu'on sort de l'avion et qu'on se dit « Ah, là, il va y avoir le passeport à présenter ». Donc c'est vraiment une approche Edge Computing dans laquelle on va amener une expérience utilisateur radicalement changée. Là, on est un peu plus futuriste, mais on commence à y arriver. Même principe, on va amener de l'intelligence dans les voitures, on va avoir un autopilote de plus en plus intelligent. Ça reste encore assez futuriste pour une autonomie complète. Ça commence à prendre une tournure intéressante. Récemment, Tesla l'a annoncé. Maintenant, ils détectent les feux rouges. Alors, ils détectent tellement bien qu'ils ont vraiment même tendance à piler radicalement devant le feu, ce qui peut effectivement générer des déconvenues, mais ça avance et ça progresse vraiment rapidement. Là, c'est le même principe, on est sur une approche de Edge Computing. Donc forcément, la voiture, elle est autonome. Si jamais il y a un souci de connexion vers une infrastructure centrale, ça ne peut plus fonctionner. Donc là, on amène une capacité de traitement directement au sein des voitures. Elles sont autonomes et elles vont, à intervalles réguliers, se mettre à jour avec une infrastructure centrale. Même principe, Amazon Go, le smart checkout finalement du retail, où on va radicalement changer l'expérience des utilisateurs pour le passage en caisse. Même principe, le principe c'est du edge computing, ça fonctionne. Le but c'est qu'effectivement si on est déconnecté d'une infrastructure centralisée, le paiement n'est pas bloqué. Donc on a vraiment une autonomie de ces sites déportés, des voitures, des magasins, l'aéroport, l'assistant vocal. Même chose, grande amélioration de l'expérience pour les utilisateurs avec l'assistant vocal qui a radicalement changé. Maintenant, le taux de reconnaissance des mots a bien changé. Le taux d'erreur est vraiment minime et ça devient vraiment quelque chose de praticable. Alors, vous avez pu le voir, il y a peut-être une petite anomalie ici. On n'est pas encore sur du full edge computing. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de connexion Internet, c'est terminé. Siri, Google Assistant, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est encore très lié à cette notion d'infrastructure centralisée. Mais ça commence à s'améliorer. On commence à avoir un traitement basique qui va se faire en mode autonomie sur les téléphones, sur les smartphones. Et bien sûr, celui-là qui est arrivé déjà il y a plusieurs années et qui est arrivé de façon intuitive et native dans les téléphones sans que vraiment on s'en rende compte et qui s'appuie finalement sur du edge computing où on va avoir le device, c'est-à-dire la caméra du smartphone, reliée en fait à une intelligence artificielle qui détecte les visages et qui va permettre la fonction d'autofocus au niveau de l'appareil photo du smartphone. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément constaté, mais du jour au lendemain, une mise à jour, on commence à faire des photos, et là, il n'y a plus d'autofocus ou de points ou taper sur l'écran. Automatiquement, on voit les visages et l'autofocus se fait. Donc pareil, ça change radicalement l'expérience des utilisateurs, et ça aussi, c'est du edge computing. Il n'y a pas de connexion Internet, ça continue à fonctionner. Donc le edge est vraiment quelque chose d'important, qui est vraiment lié à l'expérience des utilisateurs, et donc finalement à la transformation des métiers des clients, pour amener toujours plus de services et toujours plus d'innovation pour les utilisateurs. Et ça commence forcément, cette transformation numérique, par la transformation des data centers. Donc on est autour finalement d'infrastructures centralisées, on modernise, on simplifie, on amène de l'automatisation, on se libère du temps, on passe plus de temps dans l'innovation. Et là, en fait, le paradigme très important qu'on constate aujourd'hui, c'est cette approche de edge computing. Alors, c'est pas nouveau. Le edge computing, ça fait déjà un certain temps quand même que c'est là, alors à travers une approche de gateway, etc., qui était assez basique. Là, le paradigme, c'est qu'il va monter en puissance,
hein, paraphe, la reconnaissance faciale, tout ça, ça demande des traitements beaucoup plus massifs et importants. Et le fait qu'aujourd'hui, la miniaturisation du matériel, le fait que ça soit très abordable, fait qu'en fait, on peut maintenant penser ces scénarios pour tous. C'est plus quelque chose de niche, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut aborder. Et le paradigme ici, pour nous, qui venons en fait de l'infrastructure et qui maintenant déportons l'infrastructure en périphérie, le paradigme change dans le sens où le data center était mission criticale, c'était vraiment les SLA les plus importants de l'entreprise. Mais le problème, c'est que maintenant, avec le edge computing, tous ces sites déportés deviennent aussi importants que l'infrastructure centrale. Donc le mission criticale devient maintenant présent partout. Et pour les équipes opérationnelles, ce changement de paradigme et cette distribution des SLA et de la criticité de tous ces environnements fait qu'on doit retrouver cette même expérience de simplification et de sécurité globale de façon aussi intuitive qu'on peut l'avoir actuellement dans le data center. Et donc, Nutanix est là effectivement pour essayer de résoudre cette problématique de passage à l'échelle, de garder la sécurité, le contrôle sur toutes ces infrastructures distribuées. Et là où ça devient vraiment intéressant, on l'a vu sur ces cas d'usage, c'est qu'une fois qu'on a ce edge computing, plus que des objets connectés qui viennent finalement générer une quantité de données massive, que ce soit des caméras, des capteurs traditionnels, ou tout type d'objet qui viendrait générer de la donnée, on vient mettre une logique par-dessus d'intelligence artificielle pour venir amener beaucoup plus en fait d'informations intéressantes au niveau de la donnée et de faire de la corrélation entre ces différentes sources en périphérie. Donc la quantité de données massives est générée en périphérie et on va faire remonter en centrale que ce qui devient intéressant pour tout ce qui sera analyse long terme. Donc l'écosystème IoT et intelligence artificielle est très vaste aujourd'hui. Beaucoup de constructeurs, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de startups. Pour nous, effectivement, on découpe ce secteur en trois grandes catégories. La première, traditionnelle, autour vraiment des objets, donc tout ce qui va être matériel, création d'objets, de capteurs, la connectivité autour, et bien sûr la sécurité associée. Ça, c'est tout un tas un écosystème d'éditeurs-constructeurs. On a historiquement ces solutions plus verticalisées, entièrement packagées, pour un cas d'usage bien spécifique. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a adressé ce cas d'usage, avec une stack complètement packagée, quand on veut aller vers d'autres cas d'usage, il faut recommencer l'histoire, requalifier, retrouver un partenaire, etc., etc. Et la dernière catégorie où on se positionne, où Nutanix se positionne, où on pense qu'il y a vraiment quelque chose sur la durée, c'est vraiment sur le traitement de la donnée, donc le data processing. Où vraiment on pense que dans le temps, il va y avoir une vraie valeur intéressante à tirer autour de tous ces cas d'usage qui sont aujourd'hui entièrement émergents. Hein, on se cherche un peu tous et on essaie de faire fonctionner pas mal de choses. Et donc dans la durée, c'est vraiment dans ce secteur-là qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions, en fonction des évolutions matérielles, l'évolution des algorithmes également, qui est en perpétuelle évolution actuellement. Donc on est positionné à ce niveau-là. L'approche traditionnelle qu'on a aujourd'hui souvent constatée, qu'on constate souvent, c'est cette approche où dans les sites distants, quand on commence à équiper des sites distants, alors ça peut être des restaurants, ça peut être des aéroports, ça peut être des gares, ça peut être des magasins, ça peut être tout ce que vous voulez, mais qui va être déporté. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est plutôt une approche de type gateway. Gateway traditionnel, dans le sens où on va avoir une petite capacité de processing qui va venir fédérer tout un tas d'objets et surtout des protocoles différents pour amener une translation de protocole, passer sur IP et envoyer tout ça vers une infrastructure centrale, et souvent aujourd'hui le cloud public. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a multiples sites, on a une connexion Internet, une connexion WAN, qui est souvent scalée. Hein, on n'a pas encore de fibre vers le cloud public, pas tous, certains l'ont, mais vraiment pas la majorité. Et donc, toute cette capacité de traitement se retrouve dans le cloud. Donc on va avoir autant le temps réel, en tout cas on essaye de l'atteindre, que la partie long terme, hein, plus analytique, long terme. Tout ça est centralisé dans le cloud. Sur tous les cas d'usage qu'on a pu voir déjà au début, paraphe, tous ces cas où on va déporter le traitement, on essaie déjà de résoudre les problématiques standards de toutes les lois de la physique, les lois de l'économie, les lois de la gouvernance et de la sécurité, dans le sens où déjà toutes les contraintes de réseau vont faire qu'à un moment donné, les flux des caméras, les flux de capteurs qui génèrent beaucoup plus de données deviennent impossibles à transférer vers le cloud. C'est beaucoup trop important. Et à un moment donné, quand ça se multiplie, jamais ça pourra fonctionner. Donc rapidement, on arrive à un blocage en termes de réseau. De la même façon, l'autonomie des sites, on l'a dit, c'est très important d'avoir une autonomie et que les sites puissent continuer à fonctionner et délivrer leurs services, qui devient vraiment critique, sans qu'il y ait une connexion et une dépendance avec une infrastructure centrale.
Ensuite, on a tout l'aspect de conformité. Être capable de pouvoir traiter de la donnée et d'avoir une réglementation en local, dans ses propres environnements, dans lesquels on a une maîtrise différente qu'un environnement centralisé où il aurait besoin finalement d'appliquer de l'anonymisation, du filtrage de la donnée en périphérie avant de faire remonter ça en centrale. Et de la même façon, on a vraiment besoin de faire cette distinction du temps réel et du long terme. Amener cette capacité temps réel en périphérie et ne faire remonter que les informations ou les métadonnées intéressantes pour plus tard dans l'infrastructure centrale. Pour illustrer ça, parce que bon, les slides c'est intéressant, mais pour illustrer ça, je voulais vous parler d'un cas en fait qui a été adressé et qui est passé en production l'année dernière, en fait au mois de septembre, dont l'enjeu en fait particulier pour eux était de vraiment révolutionner ou en tout cas vraiment avoir un impact important encore une fois sur l'expérience utilisateur. Donc il s'agit du groupe Compass, le groupe Eurest, plus connu sous le nom Eurest, et qui est finalement un des leaders, ils sont un peu tous leaders, c'est un des leaders effectivement dans le monde de la restauration concédée d'entreprise. Donc ils équipent les restaurants d'entreprise, donc les cafétérias, les restaurants que vous connaissez en entreprise, donc peuvent être administrés par Compass. Donc leur enjeu était très simple. En fait, ils ont un parcours utilisateur, un parcours du convive. On arrive dans la cafétéria et on va avoir une expérience jusqu'à arriver au sein du restaurant où on s'assoit et on va commencer à manger. Et donc, ils ont essayé d'améliorer au cours du temps, ils ont changé leur principe, ils ont essayé de faire évoluer l'expérience des utilisateurs, au passage finalement de la cantine un peu traditionnelle à de la bistronomie, avoir des environnements beaucoup plus conviviaux, où on vient s'installer et on est plus enclin à discuter ensemble plutôt que des tables et des chaises comme ça réparties dans une salle. Donc ils ont amélioré tout ça, et le dernier point qui restait pour eux à améliorer était vraiment centré sur le passage en caisse. Donc vraiment l'encaissement, au moment où on se dit, surtout je ne vais pas aller manger à la cafétéria, au restaurant, à midi parce que c'est l'heure de pointe et je ne veux pas attendre, et finalement je ne veux pas arriver à table avec mon repas qui sera froid. Donc pour eux, quelle a été finalement l'idée qu'ils ont eue? Ils se sont dit, et pourquoi ne pas mettre en place une reconnaissance des plateaux? Pourquoi ne pas détecter les aliments automatiquement sur les plateaux pour accélérer l'encaissement? Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus rapide. Et on va finalement, pour la caissière, faire évoluer son métier et l'amener plus sur le conseil alimentaire, qui est plus intéressant, ou en tout cas qui est vraiment là pour amener la valeur de l'humain, de la communication finalement, de ce que la personne peut apporter aux convives, plutôt qu'effectivement être devant l'écran et taper, et en même temps qu'elle essaye d'avoir le contact avec le convive, de taper ce qui est sur le plateau. Donc finalement, pour eux, le grand challenge a été quoi? De mettre en place ce qui s'appelle aujourd'hui Born Express, et qui est effectivement le but de pouvoir consolider dans chacun des restaurants déployés en France la capacité de pouvoir analyser les plateaux, donc détecter les aliments pour amener l'encaissement à l'utilisateur où il a juste besoin de badger. Et effectivement, de pouvoir gérer ça le plus facilement possible, d'amener la gestion du cycle de vie autant des infrastructures que des applications, ainsi que de la partie intelligence artificielle, gérer le cycle de vie des modèles de machine learning. Alors là, on est sur du deep learning, mais effectivement, arriver à gérer ça de façon le plus naturelle possible et de s'insérer dans leurs pratiques d'automatisation et d'industrialisation autour de pratiques DevOps traditionnelles. Et bien sûr, à la fin, être capable de gérer ça en centrale, puisqu'on a dit, c'est mission criticale. Aucun restaurant ne doit avoir de soucis pendant l'heure du repas, entre 11h30 et 14h. Et donc, il faut absolument que ça puisse fonctionner de la meilleure des façons et de façon autonome. Une petite vidéo pour vous illustrer effectivement ce qui a été mis en place. Voilà, donc ça c'est effectivement l'aspect très magique de la solution. Et maintenant je vais vous parler de l'envers du décor. Comment ça s'est passé?
parce que tout ça en fait a démarré, le passage en fait de ce pilote à l'industrialisation, tout ça a démarré l'année dernière au mois de juin. Donc maintenant on va se projeter. On est au mois de juin, hein, donc il fait beau, il fait chaud, on est dans le sud, encore plus dans le sud, hein, vraiment dans le sud. On est à Marseille. Là, on est dans le sud mais pas complètement, plus près de la mer en tout cas. Et donc effectivement on est à Marseille, et là on est dans le bureau du DSI. Et là le DSI, le responsable des opérations chez Compass et de la production, eh ben, il a beaucoup de projets, comme tout responsable aujourd'hui de production, il a beaucoup de projets. Projets de migration SAP HANA, pour ceux qui ont un peu d'SAP, qui ont compris qu'il n'y avait pas le choix. En 2021, il fallait faire du HANA. Il a d'autres projets de modernisation et de transformation de son data center. Donc il a beaucoup d'enjeux actuellement à gérer. Et là, il est un petit peu noyé, comme tout le monde. Et là, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, et c'est véridique. Hein. Il voit sur le téléphone Benoît. Et donc Benoît, c'est le Benoît du digital. Donc c'est la start-up dans la boîte. C'est l'équipe d'innovation, ceux qui ont les meilleures idées et qui ont une idée toutes les minutes. Et donc effectivement, Benoît appelle. Et là, Christophe, donc le responsable des opérations, est souvent inquiet. Quand il voit que le digital l'appelle, il se dit, je suis noyé, mais là, je vais être encore plus noyé. Donc effectivement, Benoît l'appelle, Christophe répond, il prend le téléphone, et là, Benoît lui dit, écoute bien, là, ça y est, on est prêt. Alors, il commence à être un peu inquiet. Et donc, Benoît lui dit, maintenant, on est prêt, ça y est, le pilote fonctionne, les plateaux sont reconnus, il y a tout qui est impeccable. Là, maintenant, il faut que tu viennes, il faut qu'on te montre. Parce que notre projet, parce qu'effectivement, Born Express, c'est l'aspect marketing. Hein. Mais en interne, le nom du projet, c'était Manger chaud. Hein. Donc, dès qu'on entendait projet Manger chaud, c'était le truc, c'est vraiment le focus. Et donc, il lui dit, écoute, ça y est, là, on a réussi, le pilote fonctionne, il faut que tu viennes, parce que qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? On est en juin, mais en septembre, ça passe en prod. Donc, les premiers restaurants vont être équipés. Donc, il faut absolument que tu viennes voir comment on fait, et maintenant, il faut que tu le reproduises à l'échelle, et que tu le déploies partout, et que tu l'opères forcément dans le temps. Donc, Christophe prend le train, monte à Paris, puisque Benoît est à Paris, à Châtillon. Et donc, il lui dit, écoute, maintenant, je vais te montrer comment ça marche. Et là c'est là que ça devient rigolo. Il rentre dans le lab, l'innovation lab, et il lui présente la chose. Et il lui dit, écoute bien, Christophe, ça marche comme ça. C'est un poste, là, tu vois, on a installé un Ubuntu desktop, parce que la version serveur, on avait du mal, la ligne de commande, on n'aime pas du tout. Donc finalement, on a réussi à installer la version desktop, on a installé nos frameworks un peu comme on a pu. On a mis une carte Nvidia, alors c'est pas une carte pro, hein, c'est une Quadro, parce qu'on avait que ça sous la main. Et donc on a commencé à déployer nos frameworks et nos modèles de machine learning. On a réussi à détecter, alors à faire gaffe, hein, s'il y a de l'éclairage sur les assiettes, ça reconnaît un peu moins bien. Mais au bout d'un moment, si on met la bonne lumière, il y a tout qui fonctionne. Mais surtout, ne mets pas à jour. Parce qu'on a fait une mise à jour, il n'y a plus rien qui marchait. Donc tu prends la chose dans l'état, et maintenant tu vas le déployer partout en France. Et donc il revient à Marseille et il se dit, là quand même, je pense que je vais avoir du souci dans 3 mois. Donc forcément, il n'y a pas de vacances pour lui. Et il se dit, il va vraiment falloir que je trouve une solution. Et donc c'est là que Nutanix est intervenu pour essayer de l'accompagner. Et comment on lui a présenté en fait la chose? On lui a dit, voilà, écoute Christophe, c'est très simple, ton projet IoT Intelligence Artificielle, on le voit découpé, nous, de notre côté, en 3 couches. La couche la plus importante pour toi, c'est la logique métier. C'est celle où tu vas te concentrer. C'est toute la partie, finalement, qu'est-ce que je fais avec ma donnée? Donc, la caméra envoie une image, qu'est-ce que je vais faire avec? Tu vas reconnaître les plateaux dessus. Donc ça, c'est vraiment la logique métier. Elle est unique à chacun. Par contre, les couches sous-jacentes qui vont permettre l'implémentation de cette logique, elle est la même pour tous les clients. Tous les clients ont la même problématique. Implémenter, finalement, cette logique de façon entièrement standardisée, industrialisée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les 3 autres couches? L'aspect plateforme, qui est le plus important. Avoir une plateforme qui permet de résoudre les complexités du déploiement en périphérie, avoir des contraintes matérielles qui soient propres au edge computing, hein, on n'est plus sur des clusters avec une climatisation, on est sur des refroidissements passifs avec des contraintes environnementales importantes et de la miniaturisation, ça ne rentre pas dans un data center. La même chose, il faut qu'on puisse faire converger les infrastructures distantes avec l'infrastructure centrale, donc la périphérie avec une infrastructure centrale qui peut être un cloud public, un cloud privé, le cloud d'un partenaire tiers, hein, qui vous fournirait une solution. Donc c'est important d'avoir le choix du cloud, le choix des infrastructures, et surtout une gestion centralisée. Ensuite, on va avoir la partie middleware. Ça, c'est le plus important et souvent le plus compliqué. Le déploiement la partie framework, avoir la capacité d'exécuter tout ce dont vous avez besoin. Faire du serverless, déployer des containers, les applications sous forme de containers, avoir accès à des data services, packager de la persistance de la donnée en périphérie, du Kafka, de l'Elasticsearch, enfin, tout ce qu'on veut. Et il faut que ça puisse être entièrement industrialisé. Vous n'avez pas à vous en occuper. Une fois que c'est déployé dans un restaurant, s'il fallait que vous occupiez de l'aspect sécurité et de ces couches-là à la main, c'est impossible. Donc il faut arriver à avoir quelque chose de complètement industrialisé. Et surtout à la fin, il faut que cette plateforme et ce côté middleware packagé puissent être entièrement
administré, consommé, maintenu avec des pratiques modernes, hein, d'intégration et de déploiement continu. Et typiquement, tous les utilisateurs vont avoir besoin de cette plateforme. Ça va être une plateforme commune où les opérationnels vont avoir la maîtrise de ce qui va être présenté aux utilisateurs qui vont venir consommer la plateforme, à savoir des développeurs et des data scientists, puisque l'objectif est d'accélérer le côté industrialisation et déploiement à l'échelle, mais aussi la mise à disposition de cet environnement aux utilisateurs qui vont avoir besoin d'itérer rapidement leurs applications et leurs fonctions, hein, l'analyse, la logique métier, etc. Donc la capacité à venir mettre le code et tester que tout ça fonctionne correctement. C'est ce qu'on propose. Toute la complexité système sera packagée au sein de notre plateforme qu'on appelle effectivement Xi IoT chez Nutanix et qui vient simplifier cette partie-là. Et on vous laisse vous concentrer sur la logique métier. Vous allez pouvoir déployer vos runtime, vos frameworks, vos codes de façon le plus naturellement possible et de pouvoir le déployer à l'échelle. Pour finir, finalement pour le projet Born Express, Manger chaud, on va retrouver finalement cette approche où le client nous disait à la fin chez Compass, il nous disait ben, notre projet c'était un peu la roue, hein, la grande roue, et il y a différentes parties prenantes dans ce projet. Personne n'est capable de faire la totalité seul. Donc on va retrouver un partenaire pour l'intelligence artificielle, un partenaire pour la partie encaissement, un partenaire pour l'IHM, l'interface utilisateur dans les bornes express. Et finalement, on vous a un peu imaginé au centre et où vous nous avez tous permis de nous mettre en marche sur cette plateforme commune. Donc c'est un petit peu l'idée où Nutanix a permis de fluidifier et d'accélérer finalement le passage à l'échelle de ce projet. Donc aujourd'hui en France, c'est en production. On est passé, il y a 28 restaurants aujourd'hui déployés en France sur ce système. Donc qu'est-ce que c'est que IoT? Donc on va vous le montrer dans une démo parce qu'on préfère les démos hein, quand même. Et donc effectivement, c'est quoi? C'est cette plateforme dans laquelle on va vous amener les capacités de traitement en temps réel, hein, la capacité en périphérie de faire du traitement en temps réel, avoir une gestion centralisée et la capacité de faire converger les infrastructures distribuées, le edge, avec l'infrastructure de votre choix centralisé, que ce soit du cloud public, du cloud privé ou le cloud d'un tiers. Et surtout, on veut avoir une approche de type plateforme, packagée, et pas juste un soft que vous auriez besoin d'installer en fait, sur des prérequis. On vous dit il faut ça, il faut ça, il faut ça, et on met une couche software. Non, tout est entièrement packagé. Vous recevez le matériel avec toute la partie automatisée et vous venez l'insérer dans votre site en périphérie, quel que soit le besoin. Donc maintenant, je vais appeler Christophe et on va vous faire une démonstration où on verra un petit peu plus les choses dans le concret. Merci Anthony, bonjour à tous. Alors on va rentrer un peu dans le concret. Donc vous avez compris, Anthony vous a présenté le principe du edge computing. Ce edge computing, on va tous obliger d'y passer. Pour la simple et bonne raison, c'est que la quantité de données qu'on est en train de gérer est en train d'exploser. Et au bout d'un moment, les réseaux ne suivent pas obligatoirement. Les besoins ont de plus en plus fait appel à des logiques temps réel. Et donc dans ces cas-là, il va falloir au maximum essayer de rapprocher toutes les logiques de traitement de données. Il va falloir être capable de les rapprocher des environnements. Alors ce que je vais vous montrer, ce que vous avez sous les yeux, c'est notre plateforme. Donc cette plateforme, elle est vraiment développée pour mettre en place le edge computing directement dans les entreprises et surtout d'être capable de passer à l'échelle d'un projet qui peut marcher dans un coin, comme on avait pu voir sur les premières étapes du POC Compass, par exemple, à quelque chose qui va être réellement mis en production chez un client final et surtout qui va pouvoir être déployé à très large échelle. Donc cette plateforme, elle va avoir pour avantage déjà de fédérer tous les boîtiers, toutes les machines que vous allez répartir sur vos ensembles de sites. Ce qu'on a fait pour la démo aujourd'hui, on a installé une petite machine qui est juste à côté de mon ordinateur, qui est une machine de chez Intel, qu'on appelle un NUC. C'est une machine extrêmement simple, c'est un petit PC qui est extrêmement portable. Sur ce PC, on a branché une caméra, et je l'avais cachée tout à l'heure, je vais la réafficher, qui ne fait que réafficher en boucle les sujets qui sont en face de moi, que la caméra va voir au quotidien. Cet environnement, il est intégré dans la plateforme. On va naviguer un petit peu, on va être capable déjà de regarder au niveau matériel, au niveau de l'infrastructure. On va piloter un certain nombre de edge. Alors les gens qui sont peut-être passés devant notre stand à l'autre coin de la salle, on avait déjà une caméra comme ça qui était présente. Et donc on voit chacun des edge qui sont présents. Donc la caméra qui est dans mon dos, c'est celle de Paris, on l'avait ramenée l'autre jour. Celle qui est là-bas s'appelle Lyon, elle est ici. Donc on va manipuler chacune des machines. Et chacune de ces machines, on peut cliquer dessus. On va voir les différents capteurs qui sont connectés dessus. Dans notre cas, la seule data source qu'on a, c'est la caméra. On pourrait imaginer interconnecter cette machine avec tous les capteurs qui peuvent être présents sur un site industriel, dans un parking, dans un restaurant, avec tout type de données. On va supporter les protocoles classiques du marché, que ce soit le MQTT, le RTSP,
l'OPCUA, toutes les choses qu'on peut être amené à dialoguer directement sur les sites sur lesquels on va s'installer seront intégrables dans cette plateforme-là. Ensuite, une fois qu'on a déployé toute la partie infrastructure, on va avoir la partie métier. Zoomer un petit peu encore, l'écran est relativement petit. On va avoir toute la partie métier. Cette fois-ci, on va faire appel à des partenaires qui vont créer tout ce qui va être appliqué sur la donnée en elle-même. Donc on va travailler avec des data scientists, par exemple, qui vont voir comment transformer la donnée et lui apporter de la valeur. Dans notre cas de figure, on a une image qui ne fait que renvoyer ce que la caméra voit. On va essayer d'appliquer un certain nombre de choses par-dessus. On a une logique dans ces cas-là. On a une logique dans ces cas-là où on va pouvoir développer des fonctions, par exemple. Des fonctions, ça va être des petits morceaux de code. Je vais vous en ouvrir un, par exemple, reconnaissance d'objets. C'est un petit morceau de code qui va faire appel à des langages relativement standards du marché. Celui-là, par exemple, est écrit en Python. Il va faire appel à des frameworks qu'on peut retrouver. Dans ces cas-là, il utilise le framework TensorFlow. Vous pourriez utiliser un petit peu tous les frameworks du marché pour faire, par exemple, dans ces cas-là, des réseaux de neurones et du deep learning. On pourra intégrer tous les runtime du marché et on supporte un grand nombre de langages comme le Python, le Go, le JavaScript. Donc dans ces cas-là, on a... Ah, c'est important, j'aime bien comprendre. Désolé, on est entre nous. Donc là, effectivement, on est bien dans cette logique métier, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, la logique métier, où finalement, ici, on vient implémenter ce qu'on veut. Et ça, c'est propre à chaque client. On vient finalement ici rajouter son code, alors c'est du TensorFlow, ça pourrait être ce qu'on veut, un Mixnet, etc. On amène son propre runtime. Et donc, c'est ça qu'on appelle serverless. Exactement. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de serverless sur le marché aujourd'hui, la capacité de vraiment découper en tâches extrêmement spécifiques, sélectives, un programme qui parfois peut être extrêmement complexe. Là, on est vraiment sur une approche serverless. On va écrire une fonction et cette fonction sera exécutée à chaque fois qu'il y a un événement. Typiquement, dans notre cas de figure, à chaque fois qu'il recevra une nouvelle image, il va exécuter la fonction. Donc là, on applique un réseau de neurones qu'on a récupéré sur Internet, un réseau de neurones public qui va reconnaître un certain nombre d'objets. Donc s'il y en a parmi vous qui ont un chat ou un chien dans le sac, on pourra tester juste après, il n'y a pas de souci. Sinon, des choses basiques, un objet, des personnes, c'est des choses qu'on va pouvoir reconnaître très facilement avec ce réseau de neurones. Et c'est un programme qui va tourner comme ça à chaque itération. Alors, on va l'appliquer, cette fonction, on va la prendre. Encore une question. Christophe, donc là, effectivement, c'est plutôt de la computer vision. Mais si j'avais un capteur qui m'envoyait du son, je pourrais faire du natural language processing ou ce que je veux. Exactement, vous avez vu, on n'a qu'un seul micro, c'est un peu compliqué. Donc, on peut appliquer tout type de traitement. Là, on est sur des traitements d'image, il n'y a pas de souci. On pourrait prendre des réseaux de neurones spécialisés pour traiter du son, pour traiter de la donnée numérique, pour faire de l'analyse scientifique sur des valeurs métriques, quel que soit le type d'unité. On peut vraiment personnaliser la fonction en fonction du besoin. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment on va utiliser ces fonctions. On a une logique qu'on appelle le data pipeline. Et le data pipeline, l'idée, c'est de mettre en rapport les sources de données, les unités de traitement et d'avoir une logique de sortie. On va en éditer un, c'est celui qui est utilisé derrière moi, qui s'appelle Magic Mirror, c'est comme ça qu'on appelle cette démo-là. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ce data pipeline, qu'est-ce qu'il va faire? En source de données, il va prendre toutes les données de type vidéo. Donc on pourrait avoir plusieurs capteurs qu'on va flaguer, on met des petites catégories, des labels, en disant ce type de capteur, il va renvoyer de la vidéo. On pourrait en avoir un autre, ça serait des températures. Un troisième, ça serait des informations sur la lumière. Et en fait, quand on crée notre data pipeline, c'est simple. Il suffit juste de typer le type de capteur sur lequel on veut récupérer les informations. Donc dans notre cas de figure de la vidéo, et on peut avoir d'autres catégories, typiquement de dire qu'on veut uniquement les vidéos qui viennent, dans mon cas de figure, de la ville Paris. Et donc on va les renvoyer en sortie sur un stream vidéo qui permettra de traiter ça. Au milieu, on a notre transformation. Cette transformation, elle va être intéressante parce que c'est là qu'on va faire appel à nos fonctions. Donc on imagine la fonction objet détection que j'ai utilisée juste avant. Je vais pouvoir aller l'appeler, donc il me suffit de retrouver mon objet recognition qui est ici. Je vais updater tout de suite mon data pipeline. Donc là, on est sur une plateforme centralisée. On est dans le bureau, à Paris. Les sites sont distribués un petit peu partout. On se dit, tiens, mon data scientist a créé un nouvel algorithme, il m'a fait une fonction, il me l'a proposé. On va le tester peut-être sur le site directement. Et ensuite, on est capable comme ça de l'appliquer, de la pousser. Et là, ce qui s'est passé, vous l'avez vu, on voit qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle. On voit même mon ordinateur devant le laptop qui est reconnu. On a juste intercepté les images qui venaient de la caméra. On les a traitées, on a appliqué cette fonction-là. Et en plus, on l'a juste renvoyé, on s'est basé juste sur la sortie vidéo du NUC pour remettre l'image sur l'écran. Logiquement, qu'est-ce qu'on ferait derrière? On ferait des choses un petit peu plus complexes. On pourrait envoyer des alertes à des opérateurs, faire du calcul, compter le nombre de personnes, même imaginer des cas d'usage un petit peu plus intéressants après. Mais voilà, on réutiliserait cette donnée, mais l'intérêt, c'est que cette donnée, elle va être processée en local. Vous imaginez un flux vidéo comme ça. Hier, on l'a fait tourner sur notre stand. Sur toute la journée, on a généré 1,2 Tera de données.
sur la journée. Donc imaginez si ce flux de vidéo, il avait fallu le sortir du site, l'envoyer sur un site central, à la fois la facture du cloud public qui aurait reçu les données, et je pense qu'on aurait vu les organisateurs du salon arriver très très vite, voir les voisins râler en disant il n'y a plus de bande passante sur le Wi-Fi, qu'est-ce que vous avez fait? Là, l'idée, c'est que la vidéo, elle est traitée en local. Au pire, on ressortira des informations type comptage de personnes, des choses qui seront beaucoup plus simples, où là, on pourra centraliser, envoyer et post-traiter. Donc ça va être intéressant. On va enrichir un petit peu la démo. On va rajouter un certain nombre de transformations supplémentaires. J'en avais préparé une seconde. Christophe, effectivement, alors je joue un peu le data scientist. J'ai travaillé hier soir, je t'ai commis une nouvelle version. On va pas faire celle qui était prévue, on va faire plutôt celle des émotions. Je me suis fait plaisir hier soir. J'ai rajouté une petite émotion pour détecter finalement les émotions sur les visages. Super, bah écoutez, on va essayer ça. Donc il m'a donné une nouvelle fonction qui est ici, qui s'appelle analyse des émotions. On va la tester, on va l'appliquer sur le flux vidéo. On va updater ça, on va attendre quelques secondes que le nouveau réseau de neurones soit poussé au niveau du edge. Et après quelques secondes, il va commencer à faire apparaître un certain nombre de petits signes sur les têtes des gens, en voyant un petit peu si les gens sont heureux ou tristes. Je vois quelqu'un de triste dans la scène, c'est dommage. Mais l'idée, c'est d'être capable d'aller un petit peu plus loin. On a rajouté un second traitement. Et là, c'est vrai qu'on pourrait commencer à faire des choses intéressantes. On imagine dans un magasin d'avoir une caméra qui virait un petit peu la foule et en fonction de ça, qui pourrait, je sais pas moi, changer sur la partie PLV les pubs qui sont affichées en fonction de l'humeur des gens, ou alors peut-être une morphologie, reconnaître le style vestimentaire d'une personne et en fonction de ça, lui proposer, pourquoi pas, une pub qui serait plus en adéquation avec ce qu'il a l'habitude de porter. Donc on peut imaginer des cas d'usage extrêmement intéressants pour enrichir cette donnée. Pourquoi pas afficher des pubs en surimpression. On va peut-être rajouter une troisième fonction que j'avais préparée à mon tour. Et donc dans ces cas-là, hop, je vais être capable de rajouter juste une bannière, ça peut être une fonction supplémentaire. Je rajoute ma troisième fonction, je vais appliquer une nouvelle fois le modèle, et là on voit que ces fonctions elles se cascadent. La première fonction traite le flux vidéo, renvoie le flux vidéo avec une première amélioration, et ainsi de suite, ça va chaîner. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des petits logos pour faire un peu de pub, Nutanix en bas, on est sur le SIDO à gauche. Des informations temps réel qui pourraient remonter dans le cloud public, où je commence à voir depuis que j'ai allumé, je l'avais démarré ce matin, avant la vidéo de mon collègue précédent, on est déjà quasiment à 800 gigas de données depuis ce matin. On voit qu'on a fait à peu près 180 000 détections d'objets. On a en ce moment à peu près 5 personnes dont on reconnaît clairement le visage et dont on arrive à détecter les émotions. Et depuis ce matin, on a vu plus de 400 personnes heureuses. C'est sympa. C'est toujours agréable ça. Et ces informations-là qui sont traitées à partir de ce flux vidéo, on pourrait imaginer les prendre et les remonter pour faire des statistiques, pour faire du reporting, des choses comme ça, avec un poids qui serait extrêmement léger parce qu'on n'a que le résultat de l'analyse. L'analyse se fait encore une fois dans ce petit boîtier qui pourrait être remplacé par n'importe quel type de machine. Si vous tournez un petit peu sur le salon, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'imagination, qui créent des machines très spécifiques par rapport à des contextes. Imaginez cette machine-là, si je la mets sur une... dans une centrale nucléaire ou sur une plateforme pétrolière, elle ne va pas durer longtemps, c'est une machine en plastique, elle ne supporte pas la température, il y a un ventilateur qui va aspirer toute la poussière. Heureusement, on peut prendre n'importe quel type de machine x86 qui sera spécialisé par rapport à un cas d'usage. Et nous, ce qu'on a développé, c'est un OS qui ira dessus, qu'on installera directement sur le matériel et qui vient se connecter sur cette plateforme et sur lequel ensuite on pourra utiliser les données venant des capteurs, appliquer des transformations. Du coup, Christophe, là, ce que je vois, c'est qu'on finalement, on a découplé l'intelligence qu'on pourrait retrouver dans un périphérique, on l'a découplé sur cette partie centralisée qui vient fédérer tous ces objets connectés, dans laquelle là, on a fait ce premier traitement de données, mais qui demain, j'ai un nouveau cas d'usage ou j'ai une nouvelle idée, ou en tout cas la cellule innovation chez moi a vraiment des idées toutes les secondes, pourrait mettre en place un nouveau cas d'usage rapidement et facilement en réutilisant finalement mes objets qui sont déjà chez moi. Pas besoin d'installer des nouveaux objets, une caméra standard qui aurait un flux suffisant pourrait être utilisé directement ici. Pas besoin de partir sur des équipements encore très évolués, etc. Puisqu'on va déporter cette logique de traitement dans ce boîtier-là, finalement, ce edge computing intelligent. Exactement, ça va pouvoir être intéressant. Il y a beaucoup de métiers où il y a, je reviens sur l'aspect vidéo. Il y a beaucoup de métiers où il y a déjà beaucoup de caméras. Les parkings, par exemple. Vous connaissez Vinci, tous. Ils sont en train de travailler sur des sujets comme ça. Il y a des caméras qui sont présentes partout dans les parkings. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des images? On les en renvoie toutes dans le PC. Il y a une personne qui passe sa journée assise sur le fauteuil à regarder des images. Il voit la vie de tout le monde, les voitures qui bougent, les gens, etc. C'est pas très intéressant et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'écrans, beaucoup d'images et tout seul, il a du mal à traiter tout ça. On peut imaginer sur un parking qui est déjà complètement équipé de caméras, venir mettre un boîtier comme ça ou plusieurs en fonction du nombre de caméras qu'on aura à gérer, travailler avec des gens qui vont apporter de la valeur sur les images qui sont capturées et pousser cette valeur-là.
Et donc, on a vu des cas d'usage qui commencent à apparaître sur les parkings, je prends l'exemple, hein, de détecter les comportements anormaux dans le parking. Alors, qu'est-ce qu'un comportement anormal? On peut se poser la question, mais ça va être des choses, typiquement, la personne qui commence à passer devant la caméra en se cachant derrière sa veste, ou qui porte un bonnet qui descend un petit peu trop bas sur le menton, des gens qui auraient des choses un petit peu erratiques et qui potentiellement iraient mettre en danger la vie des personnes ou l'état d'un véhicule, bah, pourraient être détectés. On remonterait plutôt l'alerte plutôt que d'attendre qu'il y ait une personne qui regarde en permanence pour voir si la personne elle semble louche ou pas. Ou pour la sécurité des gens aussi. On imagine que quelqu'un a une crise cardiaque dans un escalier, bah, automatiquement on pourrait détecter une personne qui tombe plutôt qu'une personne qui marche normalement. Et dans ces cas-là, alerter le PC avec un usage beaucoup plus spécifique, voire même directement appeler les secours en fonction de ce genre d'usage. Et l'intérêt, c'est que les caméras, on n'y touche pas, elles sont déjà là. L'intelligence, on va la mettre dans des boîtiers comme ça, Edge Computing, parce qu'on imagine que c'est pas envisageable de renvoyer tous les flux de caméras à l'extérieur pour faire ce genre de traitement. Et surtout, on pourra enrichir. On pourra avoir des dizaines de parkings avec des boîtiers comme ça qui sont déployés un petit peu partout. Et imaginer, au fur et à mesure, envoyer, ben voilà, Anthony a développé un nouvel algorithme qui va reconnaître, je sais pas moi, les clowns qui se baladent dans les parkings. Je sais pas, ça vient de me passer par la tête. Et donc, on pourra se dire, tiens, alerte clown dans le parking, il faut envoyer la sécurité. On peut vraiment tout imaginer et mettre à jour comme ça en temps réel ce qui pourrait se passer. Alors, par contre, là, effectivement, on a vu cette démo, là on voulait activer ici, alors c'est super, on l'a fait sur un site, on a vu, hein, c'était Paris là qu'on avait filtré. Et maintenant, demain je dis ok, ce pilote il marche, je suis content, c'est bon, on passe en production. Maintenant je veux l'appliquer sur tous les autres boîtiers que j'ai déployés. Alors bien, comment je fais? Est-ce que c'est encore un projet? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça va être relativement simple. Vous l'avez peut-être même déjà repéré tout à l'heure quand on a créé notre data pipeline. On a la capacité de taguer les sources de données qu'on veut vouloir traiter. Là, on avait fait quelque chose d'assez spécifique, c'était la ville de Paris. Mais il me suffit de changer. Je veux passer en production. Je me dis, tiens, je vais le déployer sur l'ensemble des sites français. Si à partir du moment où j'aurai tagué chacun de mes edges, chacune de mes data sources comme étant associées au pays France dans ces cas-là, lorsque je vais réappliquer mon data pipeline, on va voir que voilà, il a commencé à enrichir le type de edge sur lequel l'environnement est déployé. Il va pousser ce modèle sur chacun des edges. On a en plus des retours sur la consommation, etc. C'est assez intéressant. Mais on a fait, voilà, le déploiement est passé de 1 à 8 dans ces cas-là sur les 8 sites qui sont actuellement connectés sur la plateforme. Vous pourrez imaginer avoir des échelles beaucoup plus larges, avoir tout un tas de catégories, gérer ça par région, par pays. Si on a plusieurs clients, ça peut être des versions différentes. Peut-être qu'on va facturer le service de pousser tel ou tel réseau de neurones, tel ou tel enrichissement sur la donnée à des clients différents en fonction de contrats d'abonnement. Et là, dans ces cas-là, on pourra avoir des tags par client, par exemple, pour aller pousser quelque chose d'extrêmement spécifique. J'aime bien ton micro quand même. Non, alors effectivement, ça c'est super. Là, je vois qu'on passe à l'échelle. Maintenant, tu passes à l'échelle avec la console graphique depuis tout à l'heure, du manipule, etc. C'est top. Mais moi, j'ai exploré les pratiques DevOps, alors un peu dans la douleur, mais ça y est, on y est, on est dedans. Hein, on a réussi à mettre en place des choses. On fait de l'intégration continue, des déploiements continus. J'ai mon Jenkins à la maison. Comment est-ce que je vais faire pour l'insérer chez moi? Comment je vais pouvoir manipuler ta plateforme un peu plus facilement qu'avec l'interface? Alors c'est une très bonne question parce que c'est vrai que ce genre d'usage vont certainement arriver souvent dans des projets qui sont beaucoup plus grands. On a parlé des data scientists qui sont derrière, ils vont travailler, ils vont faire du développement, ils vont créer des nouvelles applications. Il y a souvent une chaîne, peut-être le terme CI/CD d'intégration ou de déploiement continu vous parle. L'idée c'est qu'à partir du moment où un développeur a écrit une ligne de code qui valide sa ligne de code, automatiquement le programme va être construit, compilé, testé, envoyé dans un repository, et puis nous on pourra arriver en bout de chaîne, être dans la phase de déploiement continu. Et pour faire ça, c'est extrêmement simple. En fait, tous nos produits aujourd'hui, les quelques personnes qui nous connaissaient déjà au début de la présentation, sont au courant qu'on a une approche qui est de type API first, c'est-à-dire que tout produit qu'on développe a toujours une API pour interagir et on peut directement aller sur notre portail développeur. On a un portail développeur qui est public avec toutes nos références API et on va retrouver par exemple la plateforme XaiIoT qui sera présente sur ce portail-là et on pourra naviguer dans toutes les interactions qu'on va être capable de faire avec la plateforme. Par exemple, depuis tout à l'heure, je jouais avec les data pipelines, vous avez vu, je les ai construits, mis à jour, etc. Ben, je vais retrouver très facilement comment, par exemple, updater un data stream d'un data pipeline et donc j'aurai toute l'explication, donc une documentation développeur hein, qui va me dire ben voilà comment je vais créer mon objet, qu'est-ce que je vais lui donner comme valeur pour arriver à la démo que je vous ai fait en graphique sur une session comme ça. C'est toujours plus joli de montrer des interfaces, des choses qui sont visuelles, c'est plus simple pour comprendre. Mais ensuite, lorsqu'on va vouloir scripter ce genre d'environnement, on aura cette API-là. On a même un outil en bas de chacune des pages pour tester l'API en temps réel. On peut passer les paramètres dans la page web, voir comment ça interagit avec la plateforme. Ça évite de passer du temps à comprendre l'API, ça permet de l'implémenter beaucoup plus rapidement. Et donc c'est dans ce sens-là que tu pourras intégrer ce genre de système dans un écosystème qui sera plus large pour aller sur une phase d'automatisation.
Alors la plateforme qu'on vous a démontrée, elle est beaucoup plus riche que cette petite démo. On peut travailler sur beaucoup de protocoles d'entrée, sur beaucoup de protocoles de sortie. On a aussi tout un tas de connecteurs qui vont permettre d'accrocher des data pipelines à des clouds publics, à des clouds privés pour pouvoir utiliser des services existants si on a besoin d'envoyer par exemple sur de l'Amazon, sur du Google, sur des clouds privés dans des formats un petit peu particuliers, qu'on utilise du Kafka, du MQTT, des notions type S3, du PubSub, des choses comme ça. On aura des connecteurs qui permettent d'interagir avec ce genre d'environnement. Encore une question? Christophe. Du coup, effectivement, là, tu parles de cloud public tout d'un coup. Alors effectivement, tout ce qu'on vous montre depuis tout à l'heure, ça se passe effectivement en local, hein, sur le site distribué, sur la petite machine. Maintenant, on pourrait effectivement mettre en place une détection des anomalies. Hein, notre moteur d'intelligence artificielle reconnaît des choses. On a de la chance, il n'a pas vu de girafe depuis le début, là. Mais si jamais il y avait une anomalie qui était détectée, effectivement, on pourrait mettre un data pipeline qui viendrait récupérer cette sortie, qui se fait en local, et qui récupérerait le résultat avec un seuil d'anomalie, un accuracy qu'on aurait déterminé, et qui pourrait envoyer cette anomalie en centrale, avec de la métadonnée associée, pour que finalement, en centrale, je lance une nouvelle passe de machine training, j'améliore mon algorithme, hein, mon modèle d'intelligence artificielle, et que je puisse le redéployer depuis le central vers tous les sites distants, hein, pouvoir faire bénéficier l'anomalie rencontrée quelque part à tous mes sites déployés en production. C'est vrai que l'amélioration continue va être quelque chose d'extrêmement important et on pourra le modéliser très rapidement dans ce type de pipeline. Comme on a dit, on n'a pas vu de girafe, heureusement, je dirais. Mais c'est vrai que typiquement, je reprends l'exemple des restaurants tout à l'heure. Des fois, quand la personne arrive avec un plat, si le poisson pané il a été un petit peu raté, des fois il ne ressemble pas à un poisson pané. Dans ces cas-là, on peut avoir des erreurs de détection. Dans ces cas-là, l'erreur de détection, elle sera peut-être mise de côté et elle sera renvoyée dans le cloud central. Et comme disait Anthony, pour réentraîner le réseau de neurones qui avait pour vocation de détecter les plats. Là, il faudra que quelqu'un dise « mais oui, c'est bien un poisson pané » ou alors c'est complètement autre chose, une escalope peut-être. Et donc, dans ces cas-là, on réentraînera le réseau de neurones, on sera capable de le repousser dans une nouvelle version. Et la prochaine fois qu'il verra quelque chose comme ça, qui est un petit peu douteux au niveau de l'apparence, il aura plus de certitude de déterminer exactement ce que c'est. C'est tout pour la démo. Je pense que je vais te laisser le mot pour la fin. Super. Du coup, hop, la presse. Elle est là. Donc effectivement, on voulait aussi vous montrer l'aspect pour Compass. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc là, c'est ce que voit l'intelligence artificielle de Compass, les réseaux de neurones de Compass. Donc là, on voit en fait un plateau, on fait une simulation. L'intelligence voit arriver le plateau, et donc c'est là qu'on voit la reconnaissance se faire. Donc on détecte les plats principaux, les petites dosettes Nespresso au passage. Et ce qui est important en fait ici, c'est le caractère instantané, le caractère temps réel de l'inférence qui est opérée dans chacun des restaurants. On n'a vraiment pas le temps d'attendre. Le plateau est passé et immédiatement on détecte ce qui est présent sur les plateaux. Ce qui est aussi important dans cet exemple-là, c'est qu'on ne détecte que les objets d'intérêt, hein, que les plateaux. Il peut y avoir des portefeuilles, il peut y avoir des serviettes, des verres vides, etc. Tout ça n'est pas pris en compte, bien sûr. Et donc, on a toute cette logique qui a été déployée. Et pour ceux qui manipulent un peu du deep learning, ou en tout cas des modèles de machine learning en général, et qui commencent à essayer de le déporter, de le déployer, la vraie difficulté, c'est d'arriver à les maintenir, c'est-à-dire les mettre à jour, les versionner, gérer tout l'aspect, on va dire, canary, decoy, enfin tout l'aspect finalement où je vais voir comment mettre en place une politique de déploiement et de validation que finalement la mise à jour du modèle que j'ai opéré ne vient pas rajouter des anomalies, etc. Donc toute cette gestion complexe des réseaux de neurones et de tout l'aspect machine learning va être aussi gérée au sein de la plateforme à travers une librairie, on va dire, qui va vous permettre de gérer tout le versionning et valider la propagation, ou en tout cas le déploiement de ces nouvelles versions dans vos modèles de machine learning. Des questions? Alors, bon, là, logiquement, la présentation, elle est finie. Moi, j'ai juste rajouté une petite slide. Anthony n'est pas au courant après. On a beaucoup travaillé sur cette démo-là. Et c'est vrai que les réseaux de neurones, il faut les entraîner, il faut les préparer, etc. On a fait beaucoup de tests. Alors, tu me permets, je suis désolé, je l'envoie. Anthony est en train de travailler sur la démo. Donc c'est vrai qu'on a testé beaucoup d'objets, des choses un peu bizarres parfois, pour voir si ça fonctionnait bien. Les gens qui vont être attentifs, essayez de regarder un petit peu les objets qui sont détectés. Le chat, il n'a pas été reconnu à chaque fois au début, avant qu'on réentraîne les réseaux de neurones. Si vous êtes même encore plus attentif, des fois il y a eu des choses assez bizarres. Regardez un petit peu le chat encore une fois, on vient de voir passer un ours, je crois qu'il y a même une girafe, et c'était pas une blague, le chien, etc. Voilà. Donc c'est vrai que on est dans le balbutiement de ces réseaux de neurones, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça avance très 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 vite. Je m'excuse Anthony, il fallait la montrer celle-là. Et donc on est capable comme ça d'enrichir en permanence, on a ce besoin d'enrichir ces réseaux parce que c'est des choses qui sont extrêmement nouvelles, qui vont arriver
extrêmement vite à maturité, mais qui progresse très rapidement tous les jours. Il y a du travail à faire, mais l'intérêt, c'est d'avoir un support, une plateforme qui va permettre d'envoyer cette intelligence au fur et à mesure qu'elle évolue, au fur et à mesure qu'elle avance, de pouvoir de manière très très dynamique pousser ces environnements au plus proche de la donnée et la traiter directement en temps réel. Du coup, merci. On est entre nous. Hein. Et effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu préparer le modèle, donc on a amélioré le modèle. Donc si quelqu'un a un chat, c'est le moment. Cette fois, ça sera vraiment un chat. On a essayé quand même que maintenant, ça soit plus un ours, etc. Pour terminer, est-ce que tu as la presse d'hier avec la slide magique qu'on a rajoutée? Non, c'est pas celle-là. Celle avec le... Ok. On vous invite en fait sur notre stand pour maintenant, si vous le souhaitez, c'est à vous. Et si vous voulez prendre en main cette plateforme, vous connecter. Vous pourrez effectivement, dès aujourd'hui, vous connecter et travailler dessus. Commencer à déployer, manipuler tout ça, voir un peu dans le concret ce que ça fait. Et donc, on veut que ça soit le plus simple d'accès pour vous. Et donc, on vous invite sur notre stand, on vous remettra une petite carte en fait avec un petit lien, et vous pourrez immédiatement vous connecter et voir un peu tout ce qui, pour le tester et voir un peu ce qu'il y a derrière. Merci. Merci à vous.